Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christophe Béchu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Maine-et-Loire et vous êtes maire d'Angers et considéré comme proche d'Alain Juppé. On démarre tout de suite par le Panama Papers, évidemment. Michel Sapin, le ministre des Finances, demande à la Société Générale des explications. Les banques ne peuvent pas, semble-t-il, se passer de système offshore. Le gouvernement remet le Panama sur la liste noire. Est-ce qu'il a pris les bonnes initiatives ? Et je dois dire que, comme tous les Français, on est sidérés des informations qui nous parviennent depuis dimanche soir et qui sont égrenées par la presse et qui donnent cette impression d'un espèce de système de fraude tentaculaire. Alors les premières explications sur mais j'ai rien fait d'illégal. Moi, mon inclinaison naturelle, c'est de penser que quand vous ne faites rien d'illégal, vous n'avez pas besoin de trouver des intermédiaires pour ouvrir un compte dans un autre continent dans lequel il y a une autre devise, avec un autre fuseau horaire pour conduire tel ou tel type d'opération. Je suis pour qu'on soit malgré tout pas dans une surréaction médiatique permanente à tout. On est au début d'annonces et de révélations. Avant les sénateurs et avant que chacun dise « je vais faire mon enquête dans mon coin », on a des juges, on a des moyens d'investigation, on a la police, et je considère que la première responsabilité, c'est pas celle des élus d'aller sur des plateaux de télé pour dire « regardez, on est tellement vertueux qu'on va relancer une commission d'enquête ». C'est d'abord à la justice classique de faire en sorte de lancer les poursuites avec des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux d'une commission d'enquête parlementaire, n'en déplaise à mes collègues. Mais Christophe Béchu, on peut s'interroger sur le fait que le rapport du sénateur Éric Bocquet date de 2012. Dans ce rapport sénatorial, on décrivait donc déjà tous les mécanismes de l'évasion fiscale. Et depuis, on constate, mais rien n'a été fait. Il faut que ce soit les journalistes qui fassent ce travail. Chacun est utile. Je pense que les travaux qui ont été conduits par les chefs d'État et de gouvernement, par les juges, par les parlementaires, ce sont autant d'éléments, autant de morceaux de prise de conscience qui permettent d'aboutir ensuite à la dénonciation d'un système. Donc, oui, c'est un scandale, mais le paradoxe, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de mesurer que on va de moins en moins vers une protection de la fraude, de l'évasion, et de plus en plus vers les moyens de la repérer et ensuite de la combattre. Christophe Béchu, on change de sujet dans le contexte de la montée de l'islam radical. Manuel Valls, hier à l'Assemblée, le Premier ministre, pointe du doigt maintenant les salafistes en parlant d'adversaire principal. Est-ce qu'il a raison ? Bon, il y a deux choses. On sort d'un débat qui a été embringué n'importe comment sur la déchéance de nationalité. On est dans la contestation de la loi El Khomri. Que le Premier ministre, dans ce contexte, ouvre un nouveau front, quel qu'il soit, ça me surprend. C'est un nouveau front ou c'est une vraie question ? Non, ce que je veux dire, c'est que la force des mots et la manière dont il l'a utilisé, il aurait voulu faire diversion par rapport à d'autres sujets d'actualité, il ne s'y serait pas pris autrement. Mais ensuite, sur le salafisme, je pense qu'il a raison de dire qu'il y a aujourd'hui à la fois une menace, un danger et une forme d'intégrisme qui menace. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre, de cette façon, alors qu'il y a d'autres membres du gouvernement, de jeter un pavé de cette manière, avec ces mots-là, dans ce contexte, à ce moment-là, alors que soi-disant le talisman de l'unité nationale et qu'il faut faire en sorte de tous rester les uns près des autres pour mieux combattre les fanatiques de Daesh et de l'État islamique, ce qui me dérange, c'est que ça viendrait d'un commentateur politique, je le comprendrais. Ça vient du Premier ministre qui, théoriquement, n'a pas que le magistère de la parole et qui devrait être en capacité de proposer les choses. Et dans le même temps, il nous dit il y a un danger fantastique, c'est le salafisme. Et il refuse la proposition sénatoriale qui permet de vérifier qu'on ne va pas consulter de manière trop régulière des sites qui appellent au djihad ou qui permettent de savoir comment on fabrique des bombes. Là, il y a un problème. Alors même, on n'entend pas Alain Juppé sur ces questions. Vous êtes l'un des porte-parole d'Alain Juppé. C'est quand même pas un sujet pour la prochaine présidentielle ? Une grande clarté sur la position d'Alain Juppé. Deux choses. D'abord, c'est de considérer que à cliver sur la forme plutôt que d'agir sur le fond, on ne récolte pas grand-chose. Ça, c'est la première position qui est celle d'Alain Juppé. Ça vaut dans presque toutes les questions. Quand la politique, c'est des postures, et qu'à l'arrivée, c'est pas suivi des faits, on accroît le divorce avec nos concitoyens, on ne résout rien. Deuxième chose, il y a une clarté, globalement, de la droite républicaine et du centre sur ce que doit être une ligne de conduite de la République qui aujourd'hui fait défaut à la gauche, ou qui en tout cas, avant les attentats, faisait très largement défaut. Est-ce que vous avez l'impression même que cette question du débat identitaire, au fond, qu'est-ce qu'est être français aujourd'hui, est-ce que ça peut être le grand débat de la présidentielle ? Ou est-ce que ça va se focaliser sur les questions économiques et sociales ?
Je pense que ça ne peut pas être le grand débat de la présidentielle, parce que cette phrase, elle est trop réductrice. Ou alors, si on se lance dans ce débat, il ne faut pas que ce soit comme le dernier débat qu'on a eu sur l'identité nationale, avec quelque chose qui part dans tous les sens. Moi, ma crainte, c'est qu'à polariser sur cette question identitaire, on oublie qu'il y a une agrégation de plein de choses. Il y a la question économique, il y a la question sociale, il y a les identités que les Français ressentent en fonction de l'endroit où ils habitent, les phénomènes de France périurbaine, il y a le rapport que nous avons à l'Europe, il y a le rapport que nous avons au monde, il y a la transformation de l'économie. Faisons attention à ne pas négliger ce sujet. Il n'y a pas un désir d'alternance aujourd'hui. Et nous en sommes les premiers responsables. Après le spectacle pitoyable de la primaire interne et de la guerre des chefs, après le retour pour remettre de l'ordre dans la maison de Nicolas Sarkozy, les règles, la multiplication des candidatures, on doit être à 12 ou 13 personnes. 12 ce matin, c'est raisonnable, c'est sérieux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'y a pas de désir de l'alternance, parce que la vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de déceptions à la fin du quinquennat précédent. Il y en a beaucoup par rapport à ce quinquennat. Et donc, c'est un rejet de la classe politique, c'est un rejet plus large de la capacité d'action du politique, on l'a dit, par rapport à un certain nombre de sujets. Est-ce que ça préoccupe Alain Juppé? Évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? La première des choses, c'est l'humilité de se dire qu'il ne faut pas croire les sondages. Il n'y a aucune élection gagnée d'avance. Il y a une primaire. Dans cette primaire, il faut avancer avec des propositions. La route est encore longue. Il y a plusieurs mois, mais il faut y aller étape par étape. Une autre analyse à propos de la primaire, puisqu'on en est à 12 candidatures, peut-être 13 avec celle de Michèle Alliot-Marie. On ne comprend pas qu'il y ait autant de candidats qui n'ont aucune chance. Que ce soit un Jacques Millard ou un Geoffroy Didier. Est-ce qu'il n'y aurait pas, vous qui êtes un juppéiste, certaines candidatures qui seraient celles d'hommes de paille pour Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie derrière tout ça orchestrée par l'ancien président? C'est plausible? Moi, je ne suis pas là-dedans. Franchement, ce spectacle me désole, mais pour moi, il traduit une chose. C'est que François Hollande a tellement abaissé la fonction présidentielle que tout le monde se dit que c'est possible de ne pas faire moins bien. Et dans cette corde de candidats dont je ne peux pas croire qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent tous qu'ils ont l'envergure pour être président de la République, je me dis que c'est une partie de la Ve République qu'on abîme avec ce type de pratique. Sauf Béchu, vous êtes maire d'Angers, on le rappelait tout à l'heure, sénateur du Maine-et-Loire. Le 26 juin, le gouvernement a annoncé la date du référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Vous n'êtes pas très loin, directement concerné. Alors, en quoi cet aéroport est absolument nécessaire? Ça fait 45 ans qu'on parle de ce projet. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole, y compris sur le fait de savoir si l'état de droit a encore du sens dans ce pays. Est-ce que un dossier qui a été validé, pour lequel il y a eu 150 ou 160 décisions de justice favorables, est-ce qu'il va avoir lieu? On a inventé l'idée du référendum pour valider ex post des décisions de justice et des décisions politiques constantes depuis des décennies. Donc moi, je veux bien plein de choses, mais c'est l'exemple type du cafouillage qui abîme là aussi la politique. Et tout ça pourquoi? Pour négocier l'entrée de 3 sous-verts dans 3 sous-ministères. Honnêtement, c'est pas à la hauteur des enjeux. Merci à tous et à demain.